Écrire pour qui? Écrire pour moi. Quelle prétention dans cet acte d'écrire pour vous? Mais si votre curiosité vous pousse à regarder ces mots, à les écouter, alors soyez tolérants. Je ne manie pas cet art avec aisance. Si un jour vous lisez ces mots mis bout à bout, si un jour vous entendez une voix vous lire ces mots, ces phrases, ces silences, je vous en supplie, laissez-les aller jusqu'au bout du bout. Attendez le point final, le silence. N'essayez pas de me comprendre. Laissez-les entrer par vos oreilles. Laissez-les trier par elles. Elles vont les filtrer. Prenez ce que vous voulez. Faites-en votre propre canevas, votre propre prose. N'essayez pas de me comprendre. Vous allez vous embrouiller, car moi-même, je me serais très souvent embrouillé. Mes mots ne sont que des traces, des empreintes, des photographies spontanées qui me sont apparues dans un ordre quelconque, une journée de confinement. « 20 jours et 20 nuits que chaque matin je me dis que je vais dire, trouver les mots pour dire, mais rien ne sort, sous le choc certainement, pas d'envie d'écrire, rien que des tableaux arithmétiques pour compter, planifier ce qu'il nous reste à construire, ce qu'il nous reste à vivre, ce qu'il nous reste à manger, mais pas la moindre idée d'écriture. Penser même plus jamais réussir à écrire, muet en moi-même, muet de l'intérieur, même penser à me taire, même penser à inventer une forme d'écriture pour m'obliger, commencer par la première lettre de l'alphabet comme au Scrabble et développer. J'ai parcouru intérieurement les lettres dans tout l'ordre chronologique et me suis arrêté sur P comme peste. La mort partout, des images de mort à la télé, des chiffres, des robots, des mensonges, un compte à rebours. Ce matin, je me sens vivant dans un immense vide, devant les bourgeons des arbres de mon jardin, que j'observe s'épanouir chaque jour. Une envie de partir en écriture est enfin arrivée. Partir en écriture, comme on part en promenade, juste après avoir fermé la porte de la maison. Prendre une grande respiration, ouvrir son ordinateur, écrire sans s'arrêter, sans se relire, laisser les doigts aller sur le clavier, sans ordre, sans titre, sans chapitre, sans partition, comme une musique improvisée. Se souvenir des mots de Marguerite Duras dans Écrire, laisser les mots en liberté, les déposer délicatement sur le flot de ses pensées. Une image, celle de Moïse dans un panier flottant sur le fleuve au gré du courant et espérant qu'une fille du pharaon le découvre. J'ai dans mon jardin à écrire l'extrême chance d'être ici face à la nature, penser aux autres, tous les autres, les oubliés, les 9 mètres carrés, les 100 comme on les appelle. Que s'est-il passé pour que sagement j'obéisse au général, sans bouger? La nature devant moi me parle de cette immobilité.
Il me parle aussi de mon imbécilité, de mon attitude à rester dans mon confinement, dans la peur, dans l'inaction, dans l'interdiction. Les bourgeons continuent immuablement à grossir, comme pour me rassurer, comme pour dire que le temps ne s'est pas arrêté, que nous continuons. Nous ne sommes que début avril, et comme j'ai le temps, j'ai pris de l'avance à retourner la terre de mon potager et déjà planté quelques graines qui ont dû certainement geler et qui ne donneront pas vie. Trop tôt encore. Donner la vie alors que je sais qu'elle est vouée à la mort. Naître pour mourir. Que cherche-t-on à se prouver? Ils sont là, ces arbres, depuis longtemps. Ils n'ont pas bougé. Ils ne bougent pas. Juste les branches que le vent chahute comme pour les réveiller de l'hiver. Envie de les faire parler, de les faire raconter de ce qu'il s'est passé ici, pendant la guerre, la dernière, celle que nous n'avons pas connue, pendant le confinement de l'occupation. Écouter des arbres parler, essayer d'être ici, simplement, maintenant, à Pierrefiche du Larzac, comprendre combien j'ai de la chance, combien j'ai bien eu raison il y a 26 ans d'avoir choisi ce village, être au plus près de la nature pour l'écouter, écouter ce qu'elle doit nous dire, nous transmettre, l'écouter dans son silence, l'écouter dans le bruit du vent, dans les branches des arbres, le four à pain qui ne fume plus depuis longtemps, les vieilles pierres des maisons cosnargues, les croix des Templiers plantées à chaque croisement, toutes ces empreintes, toutes ces cicatrices de ce petit village qui m'a accueilli il y a 26 ans. Un jour, mon père m'a dit une chose terrible que je n'ai pas comprise tout de suite. Parlant de ce petit village aux allures paisibles, il m'a dit « Ici, j'ai l'impression de vivre ce que j'ai vécu après la guerre. Les gens sont paisibles, ils te sourient, ils te saluent. Il faut toujours une guerre pour retrouver cet état de fraternité. Toi, tu n'as pas connu de guerre. » Cette conversation m'avait mise en colère. Et comment mon père, qui avait combattu toute sa vie l'injustice à travers un combat politique et syndical, pouvait me parler de guerre pour guérir les hommes? Je me souviens de la bande-son que j'avais créée pour le spectacle En attendant Godot que j'ai mis en scène. Du vent, rien que du vent, pendant 2h30, comme ce matin dans mon jardin. Mais il me semble que j'y avais ajouté par moments un autre son. Je mets mon casque, je retrouve le fichier pour l'écouter tout en continuant ma route d'écriture. Mes doigts sur le clavier ne s'arrêtent plus. J'écoute maintenant le vent, l'autre, celui de Beckett dans mes écouteurs, et j'attends l'autre son. Il ne tarda pas à arriver. C'est un cri d'enfant dans le lointain que j'avais enregistré. Un cri d'enfant qui nous parvenait de temps à autre, comme si Godot pouvait être cet enfant. L'enfant, ce mot-là, quand je l'écris, me semble un mot ancien, comme écrit en sépia. L'enfant qui vient dire à Vladimir et Estragon que Godot ne viendra pas. Aujourd'hui, j'ai besoin de lui. Besoin de ses rires, de ses couleurs, de son regard. J'ai besoin qu'il me donne de son courage. Besoin de lui transmettre. Renaître, c'est passer le relais. C'est se métamorphoser en lui. Renaître, c'est le regarder grandir. Renaître, c'est chercher sa jumelle morte. Renaître, c'est s'émerveiller. Renaître, c'est recoller les deux morceaux de la photo d'enfant arrachée à l'âge de l'enfant. J'entends des cloches provenant du village. Je quitte mon casque et le vent de Godot. Je retrouve le vent de mon jardin. Plus de cloches.
Je me lève, regarde au loin depuis ma terrasse la petite place autour de l'église. Il devient de plus en plus rare que les cloches se mettent sonner. Et si elles sonnent, c'est uniquement pour un enterrement. Mais personne, pas une voiture. Ah, sur le chemin de l'écriture, j'avais oublié la réalité du confinement et de l'interdiction de se réunir pour enterrer nos proches. Alors pourquoi les cloches avaient-elles sonné? Je me remets devant mon clavier, avec mon casque sur les oreilles, écoutant le vent de Godot. Le son des cloches réapparaît. C'était le son de ces cloches-là que j'entendais, enregistrées il y a fort longtemps déjà, des cloches d'un village de Godot, comme pour signifier la présence rassurante de l'homme. Des chiens aboyaient également, encore plus loin. Je souris. Je pense à l'œuvre de Samuel Beckett. Âme et Clove confinés. Les grands-parents en avant-scène dans les poubelles. Je me souviens d'une représentation de fin de partie, en l'an 2000 c'était, devant les pensionnaires d'une maison de retraite. La directrice était épouvantée de voir les deux vieillards dans les poubelles. Les pensionnaires riaient aux éclats. Toute l'œuvre de Beckett se trouvait là, à cet instant, dans une petite salle véronaise. Toute l'absurdité de notre condition humaine après une telle tragédie comme l'a été la Shoah. Comprendre ce mouvement littéraire de l'après-guerre. Avoir envie de relire l'œuvre, relire Catastrophe, relire ce silence étourdissant de l'œuvre de Samuel Beckett. Je n'aime pas les chiffres. Ils fabriquent le manque, l'avarice, la comparaison, le mensonge, la vanité, les valeurs, les inégalités, les guerres. Est-ce que le nombre de morts de la tragédie que nous vivons aujourd'hui devra être comparé avec les 6 millions de morts qu'a fait la Shoah? Est-ce qu'un attentat à Paris faisant un mort est plus important que 150 sur un marché de Bagdad? Et pourtant, les médias télévisés au service du général diffuseront 6 heures de direct pour la tuerie de Paris et une annonce de 15 secondes pour les morts à Bagdad. Qui décide de l'importance, de la gravité, de la barbarie du meurtre? Je hais la logique mathématique. Peut-être que j'ai eu de la chance dans ma vie de ne pas avoir eu à compter. J'aime l'art, car il n'aime pas la logique. J'aime ce que je ne connais pas. J'aime l'autre quand il ne sait rien de moi. J'aime connaître la peur de la découverte, du nouveau, de l'inconnu, de l'étrange, de l'étranger. Avoir peur doit être le départ vers le voyage de la découverte, de la rencontre. La peur ne doit pas nous empêcher d'approcher. La peur doit nous donner la force de rencontrer celui que je ne connais pas. Toute la société vit dans la peur, résultat des politiques libérales qui conduisent l'homme dans le retranchement, dans l'individualisme. Peur d'avoir faim, peur d'avoir froid, peur de perdre son travail, peur de ne pas s'offrir une mutuelle. Ces peurs sont les résultats des injustices sociales. Ce sont des peurs rationnelles qui demandent à chacun soit de se battre, soit d'abdiquer. Quand je dis que la peur est source de réflexion, je parle de toutes les peurs irrationnelles, celles qui te donnent envie de connaître, de réfléchir, celles qui te donnent, au bout de la recherche, la réponse à l'énigme. Avoir peur de l'étranger est une peur irrationnelle, bien entretenue par nos généraux. Quand Édipe rencontre le cœur des lépreux aux portes de Thèbes, il a peur. Mais son envie de résoudre l'énigme est plus forte que tout. La tragédie, celle d'Édipe, la lèpre, la sphinx. Mais qui sont aujourd'hui Tirésias, Édipe, Apollon,
Créon, dans la tragédie qui se déroule devant nous. Qui est la Sphinx? Quelle leçon à tirer de ces tragédies antiques écrites, jouées et reprises tant de fois par des metteurs en scène? Aujourd'hui, quand le public va voir au théâtre une tragédie grecque, il sait que quand le rideau s'ouvre, rien ne pourra arrêter la tragédie. C'est écrit, il connaît l'histoire, il la vit comme une sorte de transe qui ne pourra que se terminer par la mort. Mais là où le rôle de la tragédie est détourné de son sens, c'est que le spectateur contemporain connaît par cœur le récit. Je n'arrive pas à comprendre comment des spectateurs viennent revivre inlassablement les mêmes histoires tragiques en connaissant déjà l'épilogue. Sûrement pour se soigner sans le savoir. La catharsis. Au théâtre, une tragédie devrait se vivre de l'intérieur pour la première fois, sans filtre, sans connaissance du récit. Le spectateur devrait vivre la tragédie sans connaître son issue. Il sait simplement qu'il ne pourra pas l'arrêter. Il doit se sentir dans cette impuissance-là. Il doit suivre pas à pas le récit sans jamais savoir la suite de chaque étape. Le spectateur grec, lui, suivait dans ces immenses cirques à ciel ouvert, dans l'ambiance enivrante des bacchanales, le récit que l'auteur leur présentait pour la première fois. Nous sommes spectateurs de cette tragédie, sans savoir vraiment comment et quand elle va s'arrêter. Nous ne connaissons pas l'histoire et son aboutissement. Nous ne connaissons pas les étapes. Nous ne croyons plus aux dieux. Nous nous soumettons aux décisions de l'homme. Nous écoutons le général parler devant un hôpital militaire de campagne improvisé en pleine ville. Nous laissons la tragédie suivre son cours sans pouvoir intervenir. Nous nous laissons envahir par l'état totalitaire de Créon. La Sphinx a beau se cacher derrière son costume inqualifiable, insaisissable, c'est bien l'homme qui est le responsable de cette nouvelle maladie. Et l'énigme n'en a plus une depuis longtemps. C'est bien l'homme qui se cache derrière ces tragédies. C'est bien lui le responsable. Édipe a beau se crever les yeux pour ne plus voir ce qu'il a fait. Il ne pourra jamais réparer ce que Tirésias, l'aveugle, est venu lui dire. Plongé dans le néant, l'aveugle voit. Les petites gens avaient pourtant prévenu le général. Mais pour les faire taire, il a ordonné de les gazer. L'homme est lui seul le responsable du dérèglement. Il est lui seul le responsable de la peur qu'il vient de provoquer, qui en découle. Consciemment, les généraux réfléchissent comment ils pourront se servir de cette peur. « 20 jours et 20 nuits. Je les ai comptés jusqu'au 14e. Comptés à partir du moment où ma fille Laura est partie de la maison pour rejoindre son amoureux. Elle est partie avec la fièvre. J'ai guetté les moindres signaux de mon corps, adopté des gestes insupportables qui nous éloignent les uns les autres. J'ai regardé la télé. Que regarde-t-on? Les télés d'État diffusent 2 fois par jour les mêmes images. Les petits soldats ne peuvent plus se rebeller, ne peuvent plus témoigner, ne peuvent plus défiler, ne peuvent plus revendiquer, ne peuvent plus se regrouper. On parle et regarde à travers des filtres. Ceux et celles que le général faisait gazer avant l'épidémie parce qu'il savait sont maintenant des héros qui seront décorés. Le peuple les acclame chaque soir. Nous nous comportons en troupeau unis. Nous sommes à nouveau tous des « Je suis Charlie ». Et nos généraux s'en félicitent. Ils troquent leur uniforme, costume, cravate,
Pour la Charlotte, la blouse et les masques des héros, enfin des héroïnes, je devrais dire. En tout cas, quand tu regardes les JT d'État, tu ne vois presque que des femmes soulever les malades, pousser les brancards, se protéger avec des masques usagés, des yeux de femmes derrière leurs masques. Les hommes, eux, parlent devant la caméra, ont des manœuvres. Les hommes, eux, parlent des chiffres, du nombre de morts, de leur maîtrise de la situation. Ils parlent de en patron. L'homme montre le savoir qu'il a l'air de posséder seul, et pourtant, ce sont bien elles, les femmes, qui sont en première ligne. Les aides-soignantes, les aides à domicile, les infirmières, les femmes de ménage, les caissières, celles qui gagnent le SMIG, celles qui n'ont pas assez d'essence dans leur voiture pour les soigner, celles, la peur au ventre, qui peuvent même plus se protéger, celles qui portent en elles la maladie. Est-ce que les tragédies, quand elles se terminent, recommencent de la même manière? Est-ce que les tragédies, quand elles se terminent, peuvent nous faire changer de chemin? Est-ce que nous pouvons réécrire l'histoire? Édipe, le poète, lui, a choisi de se retirer, de s'éloigner de l'homme, de se rapprocher de la nature, de s'apaiser, parcourant les terres étrangères avec Antigone, à écrire, à chanter. Est-ce que le chemin est un refuge? Est-ce que partir en écriture est utile? Est-ce que nos héros, une fois oubliés, se réveilleront ou se retireront de l'obscurité de Tirésias? Les yeux magnifiques de ces femmes derrière leur masque. Je pense à une photo d'une femme voilée découpée sur un journal que j'ai accroché un jour au mur du bureau de la fabrique. C'est une femme afghane, je crois. Toute l'ambiguïté d'admirer le regard d'une femme voilée et d'entendre me dire de suite que j'admirais une femme soumise à la religion, à l'homme. J'ai soudainement pensé que cette coutume était belle, que cacher son corps comme un secret, c'était bien. J'ai osé penser à haute voix cela. Et tout de suite, le ton de la conversation a monté. Aujourd'hui, je repense à cette photo, à la condition de ces femmes voilées, à la condition de ces femmes masquées. Je cherche dans ma bibliothèque un petit livre de photos de visages d'hommes, de femmes et d'enfants musulmans. Hommes, femmes, enfants du désert, qui se protègent la bouche et le nez d'un foulard pour empêcher les grains de sable soulevés par le vent de pénétrer dans leur corps. Je me souviens, hier après-midi, lors de ma sortie pour faire mes courses de première nécessité, des yeux de ces femmes et de ces hommes attendant en file indienne avec leur caddie de pouvoir entrer dans le supermarché. Je me souviens de leur regard. Je me souviens d'avoir pensé qu'ils et elles avaient tous un beau et grand regard. J'y pensais tout au long du retour à la maison. J'étais heureux, envie de chanter, envie de crier mon bonheur. Alors j'ai arrêté ma voiture au virage, près de la Croix. Je connais bien cet endroit qui surplombe la vallée de la Dourbie. J'ai pensé à Jean-Luc Lagarce et j'ai poussé le long et puissant cri qui a résonné dans toute la vallée, celui que Louis n'avait pas poussé. Est-ce utile de faire ça aujourd'hui? C'est beau un regard, c'est puissant, il est juste. Regardez le regard de l'autre, c'est entrer doucement, respectueusement, avec soin et délicatesse, attendre sa permission et lui donner tout notre amour. Tout autre sentiment peut être évité. Le regard peut se détourner. Cacher la bouche par le voile, le masque, le foulard, focalise notre regard sur son regard.
La bouche sert à manger, à mordre, à déchiqueter, à broyer. C'est une machine puissante. Vous pouvez faire semblant d'écouter une personne qui parle avec sa bouche et faire tout autre chose en même temps. Vous pouvez faire semblant d'écouter l'autre en faisant la vaisselle ou votre jardin, sans poser votre regard sur le sien. Mais vous ne pouvez pas comprendre, partager, échanger avec une personne sourde, sans partager ses gestes et son regard si expressif. Derrière les yeux, la poésie, les songes, les rêves, l'écriture. Édipe, lui, a choisi le châtiment le plus extrême en se crevant les yeux. Nous avons salué pour la dernière fois, vendredi 13, le public. Tout s'est arrêté là, ce vendredi 13. Nous étions en tournée avec Être humain d'Emmanuel Darlet, histoire d'une prise d'otage en 1993 dans une école maternelle de Neuilly. Les spectateurs, confinés pendant 1 heure, se prêtant au jeu des otages. Au milieu de la pièce, Emmanuel Darlet fait parler la maîtresse. C'est beau confiné. Je l'ai pensé longtemps, choisi pour cela, pour la sonorité. J'aime cette ellipse de l'auteur qui soudain donne de l'importance à ce mot, à la sonorité de son mot choisi là en plein milieu de la tragédie. Depuis ce mot qu'on entend sans cesse, représente pour moi cet arrêt de la tournée, mais représente aussi un mot doux, qui, je le pense également, est un joli mot pour sa sonorité. La guerre. Sait-il ce que c'est que la guerre, notre général? Se saisir de ce mot, le prononcer, c'est savoir auparavant ce qu'il va provoquer en chacun de nous. Et quelle stupidité, quelle arrogance, quel manque d'intelligence, quel mépris envers ses concitoyens de détourner le sens littéral du mot « guerre » au moment même où mes mots s'entrechoquent et apparaissent anarchiquement sur l'écran de mon ordinateur. Suivant le chemin de ma pensée, j'entends les mitraillettes et les canons des légionnaires qui jouent à la guerre sur le plateau du Larzac. Ils sont en manœuvre et je souris la situation. Le général parle d'une guerre et eux continuent à jouer à une autre guerre. Comment tuer ce mal avec des mitraillettes? Ne serait-il pas plus utile à aider les femmes soignantes? Pour me promener, j'emprunte toujours le même chemin. Au bout d'un bon quart d'heure, j'arrive en haut de la colline. Le paysage est magnifique. Une pierre plate, large, m'y attend pour une petite pause. Endroit de méditation. Quand les militaires ne sont pas en manœuvre, il y règne un calme absolu. Juste les oiseaux. Plus un avion, plus une voiture, rien que moi et la nature, moi et le ciel. Alors je laisse mon esprit se reposer, se poser. Je pense au Larzac, à ses luttes, à cette recherche d'un monde meilleur. Je pense au slogan « Le monde n'est pas une marchandise ». Je pense à mon père, je pense à l'oiseau. À chaque fois que je suis là, je me sens aussi libre que cet oiseau. À chaque fois que je ressens cette liberté totale, d'autres souvenirs surgissent, les vieux fantômes de mon passé. Mon enfermement, pas un mot joli, enfermement, c'est plus joli, confiné, plus précieux, plus poétique. Mon enfermement dans une cellule pendant 45 jours en Allemagne, pendant mon service militaire, je ne veux pas y penser. Et pourtant les images me reviennent, comme souvent la nuit. La brutalité de mes geôliers, les tortures qui me faisaient subir les officiers en mal de guerre. C'était dans les années 70.
La dernière guerre avait été celle d'Algérie. Alors il fallait bien continuer à faire ce qu'ils avaient appris là-bas. Pourquoi, quand je suis bercé par ce vent de liberté en pleine nature, je pense à cette histoire. Je comprends ce vent de liberté en pleine nature. Je pense à cette histoire. Je comprends ce que m'a dit mon père en parlant de l'après-guerre, du sentiment de tranquillité qu'il ressentait dans cette nature. Nous pouvons y puiser dans des moments difficiles de notre vie une source de réflexion qui nous apaise et nous montre le chemin de la tranquillité, de l'apaisement. Je retiens mes larmes. Je pense à l'écriture, aux mots que je vais inscrire ici sur le clavier de mon ordinateur, plus tard quand je serai rentré. L'oiseau s'envole, je reprends la route du retour. C'est incroyable ce que j'ai envie d'écrire là tout de suite. Je me sens libre. Cette tragédie que nous vivons me rend libre. Je veux y croire. Je veux croire toute cette jeunesse qui me dit que demain ne sera plus jamais pareil, qu'un vent de liberté et de justice va souffler sur toute la planète. Je ne veux pas écouter les anciens utopistes de ma génération qui me disent que c'est foutu et que tout va reprendre comme avant. Je vais y croire. Ce petit oiseau, c'est un moineau. Il vient souvent me voir, assis à l'ombre, sous l'arbre en bourgeon. L'oiseau s'est posé comme sur une table d'écolier. Au début, j'ai cru un colibri. Mais c'était un moineau, pas trop effarouché. Il s'est posé là, près de moi, sur ce que j'appelle la petite table d'écolier. Le temps s'est arrêté, juste lui et moi. Mon ordinateur fermé, il avait l'air blessé. Juste une aile déployée, juste là à côté de moi. Un peu d'eau, une mie de pain, il faut m'en aller chercher, me lever doucement, raidir mon corps, pousser sous les jambes, me lever sans bruit, ne pas l'inquiéter, faire vite et revenir, la mie de pain à la main. Toujours là à m'attendre, ouvrir la main. L'oiseau regarde, examine, se méfie, puis, en sautillant, s'approche de la main. Ma main. Elle souffle doucement, tendrement. Il regarde ailleurs, mais il ne part pas. Il grimpe sur l'index, regarde, picore, picore encore. Une larme me coule, puis deux, puis trois. Je le reconnais, je te reconnais. Une larme tombe sur la table que j'appelle la table d'écolier. Il descend de ma main pour s'abreuver de la larme, puis s'envole. Elle devait être salée. Ce sont des moments comme celui-là qui nous font oublier cette tragédie, qui me fait écrire.